Bonjour à tous. Avant de commencer à traiter les sujets que j'ai sélectionnés pour cette vidéo numéro 21, j'ai décidé de couvrir quelques sujets d'actualité qui me paraissent avoir une certaine importance. Ils sont au nombre de 5. Premièrement, il y a le fait que le gouvernement égyptien a décidé que le français deviendra une matière obligatoire dans les écoles publiques du pays. Ce projet est le fruit d'un partenariat signé en 2020 entre le gouvernement égyptien et l'Agence française de développement, ou AFD, et il entrera en vigueur à partir de l'année académique 2024-2025 et touchera 3 millions d'élèves dès sa mise en place. Il est prévu de former dans ce cadre pas moins de 13 000 enseignants et instructeurs de langue française. L'article de presse dont je tire cette information ne s'attarde pas sur les motivations du gouvernement égyptien, mais il est à peu près certain qu'il constitue une réaction logique par rapport à l'essor de la démographie dans les pays d'Afrique francophone. La deuxième nouvelle concerne la Russie. On vient d'apprendre que Poutine a récemment signé une loi visant à interdire l'utilisation de mots étrangers dans la langue russe pour la rédaction de tous les documents officiels et que, à cet effet, des dictionnaires réglementaires encadreront les dispositions qui ont été prises pour la communication dans la langue de l'État et qui s'appliquent donc aussi à l'environnement éducatif, aux systèmes d'information nationaux et municipaux et aussi aux consommateurs de biens et de services. Étant donné que la question du remplacement des mots étrangers par des équivalents russes se posera nécessairement, on peut supposer que des commissions seront créées à cet effet avant la publication des dictionnaires explicitant les nouvelles normes. Dans les prochaines semaines, j'essaierai de trouver ce qui a motivé cette décision de l'État russe et de le communiquer à l'auditoire d'impératifs français. La troisième nouvelle se rapporte à une observation que j'ai faite récemment et qui concerne encore la Russie. Le journal français France Soir a récemment signalé l'existence du congrès fondateur du mouvement international russophile MIR, qui signifie en russe paix et aussi monde, mais qui en français peut servir d'acronyme à ce mouvement international russophile. Sur la page réticulaire de France Soir, on peut voir à la tribune de ce congrès la russe Maria Zakharova, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais aussi Steven Seagal, l'acteur à poigne des films de cogne états-uniens. Completely clear up that bruise on your forehead. What bruise? That bruise. Et aussi Pierre de Gaulle, le petit-fils du général du même nom. Cependant, ça n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas ici pour aduler les Russes ou pour les critiquer. Par contre, je veux attirer votre attention sur l'inscription que l'on trouve sur le pupitre qui est rédigé uniquement en français et qui a son équivalent uniquement en russe. On ne voit nulle part de l'anglais, alors que dans les réunions internationales organisées par les Russes, en Russie même, l'anglais figure toujours en bonne place. Que se passe-t-il donc? Au congrès du mouvement MIR, l'anglais est passé à la trappe. Je vous laisse méditer sur cette observation et sur ce qui a pu motiver une telle décision. La quatrième nouvelle émane du CERMF, ou Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Il s'agit de la dynamique des économies en Afrique subsaharienne en 2022, établie sur la décennie 2013-2022. Le tableau présenté ici compare les principaux indices économiques de cette zone entre l'Afrique subsaharienne francophone et l'Afrique subsaharienne non francophone. Ce tableau ne fait que confirmer de manière éclatante les tendances que j'ai déjà présentées dans ma vidéo numéro 19. Et il ne s'agit nullement de propagande, dans la mesure où les sources de ces chiffres sont le Fonds monétaire international
et la Banque mondiale. La cinquième nouvelle est un extrait d'une vidéo mise en ligne le 24 mars de cette année. Il s'agit d'un entretien avec Bernard Lugan, un africaniste, ancien professeur d'université et auteur d'une quarantaine de livres qui portent sur l'histoire et l'économie des Afriques. Je dis les Afriques, car sur un continent aussi vaste se trouve une multitude d'ethnies distinctes et fort différentes les unes des autres. Il est interrogé par Éric Verhaerg, un ancien élève de l'École nationale d'administration française et fondateur du Courrier des stratèges. Lors de l'entretien, ce dernier pose une question à propos de Louise Mouchi-Kishwabo, qui est secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2018. Bernard Lugan est bien placé pour répondre puisque Louise Mouchi-Kishwabo est rwandaise et qu'il a vécu durant 11 ans au Rwanda. Son avis et ses commentaires sont donc précieux. Il évoque le rôle présumé de Louise Mouchi-Kishwabo dans 1. L'assassinat de Juvénal Habyarimana en 1994 et qui a été le prélude au génocide des Tutsis au Rwanda. 2. La prise de pouvoir des Tutsis qui s'ensuivit avec à leur tête Paul Kagame. 3. La déstabilisation de la République démocratique du Congo voisine. 4. Le rôle ambigu d'un ancien ministre du Rwanda, un pays francophone, que le gouvernement de Kagame a décidé de transformer en pays anglophone. Bernard Lugan s'interroge sur le rôle du président Macron qui a décidé de placer à la tête de l'OIF une personne avec un tel pédigré et dont le pays est considéré comme un ennemi direct par le plus grand pays francophone d'Afrique, à savoir la RDC. D'autre part, quand on sait que Louise Mouchi-Kishwabo a passé 20 ans aux États-Unis, tout porte à croire qu'elle est la personne qui a été probablement désignée par les États-Unis pour prendre la tête de l'OIF. Cette hypothèse est tout à fait plausible quand on sait que depuis Sarkozy, les présidents français affichent un alignement total avec la politique étrangère de Washington. Mais écoutons Bernard Lugan. Comment expliquer que 20 ans plus tard, ou presque, suite de 20 ans, Emmanuel Macron nomme comme secrétaire général de la francophonie une ministre rwandaise anglophone issue de l'univers Kagame? Plus encore, une ministre qui avait été inculpée par le juge Bruguière, qui avait lancé des mandats d'arrêt internationaux à l'issue de l'assassinat du président Habyarimana. Pourquoi? Parce que l'avion du président Habyarimana était piloté par un équipage civil français. Donc les familles de ces pilotes français ou copilotes et mécaniciens français ont porté plainte pour assassinat, crime de guerre, je ne sais plus lequel. Et c'est le juge Bruguière, juge antiterroriste, qui a enquêté. Et le juge Bruguière pensait que cet attentat avait été commis par les hommes de Kagame. Et il Ce qui est plausible. Moi, je ne sais pas. C'est plausible. D'autant plus. Je dis, on sait qui ne l'a pas fait, on ne sait pas qui l'a fait. On avait parlé d'une Jeep pleine de sofas avec 3 ou 4 soldats britanniques au bout de l'aéroport de Kigali avant l'explosion de l'avion. Oui, moi j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Mais enfin bref, même ça à Arusha, on n'en a pas parlé. Mais il y a d'autres débuts de commencement de preuves, mais il n'y a pas de conclusion. Donc je disais que, je ne sais plus ce que je vous disais d'ailleurs. Quand nous parlions de l'inculpation de la ministre devenue secrétaire générale. Donc, juge Bruguière inculpe 11 très proches, dont cette ministre. Et vous savez de quoi elle est inculpée? Non. Elle est inculpée par le juge Bruguière pour être celle qui, dans son bureau à l'état-major, parce qu'il y avait un détachement militaire Tutsi qui était dans Kigali après les accords d'Arusha, qui étaient là, dans l'ancien Parlement. Et le juge Bruguière l'inculpe pour le motif suivant: les 2 missiles qui ont abattu l'avion du président auraient été stockés dans son bureau. Donc, le président Macron, alors bien entendu, il y a eu, la justice française a rendu un non-lieu parfaitement alambiqué. J'ai fait un article à l'époque, et j'en parle dans mon livre, un non-lieu qui a forme d'accusation.
parce que ce non-lieu est extraordinaire. Le non-lieu des juges français explique, ce ne sont pas les Hutus, pour telle raison. Ce pourrait être la partie adverse, mais on n'a pas les preuves totales. Voilà à peu près ce que dit donc non-lieu. Non-lieu. Donc on botte en touche. Pourquoi? Parce que depuis le président Sarkozy, il y a une entreprise systématique de tentatives de rapprochement avec le Rwanda aux dépens de la vérité historique. Et ça a commencé avec Kouchner, sous Sarkozy. Il y a eu des tripatouillages judiciaires extraordinaires dont je parle dans mon livre. Et ensuite, c'est le paroxysme avec... ça freine sous Mitterrand. Sous Hollande. Ça freine sous Hollande. L'influence de Védrine? Oui, bien entendu. Et puis attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, Hollande connaît un peu l'armée parce qu'il est officier de réserve. Hollande est lieutenant-colonel de réserve. Ni Sarkozy ni Macron savent ce que c'est, quelle différence entre un capitaine et un commandant. Hein. Ce sont des le milieu militaire, ils ne connaissent pas. Hollande avait quand même ceci, il connaissait un peu, et puis il y avait Védrine, il y avait cette influence-là, etc. Avec Macron, alors on repasse complètement dans la politique d'alignement sur les anglo-saxons. On en revient toujours à la même chose. Sarkozy était aligné, regardez New York, Macron, même chose, et Macron, les gens vont venir à son dernier voyage, parce que si vous voulez, tout est lié. Évidemment, c'est pour ça que je vous y amène. Tout est lié. Donc, et Macron va faire une politique de rapprochement, mais j'allais dire indécente. Je ne conteste pas le fait qu'il faille se rapprocher du Rwanda. Nous n'avons pas d'ennemis éternels, bien sûr, mais on ne nomme pas à la tête de la francophonie quelqu'un dont le pays abandonne la langue française au profit de la langue anglaise, et une personne sur laquelle pesaient des soupçons, même s'il y a eu un non-lieu, quand même il y a affaire à discussion, on pourrait trouver quelqu'un d'autre. Ce qui va expliquer en grande partie l'incident, si Tshisekedi, Macron, lors du dernier voyage d'il y a 10 jours de Macron en République démocratique du Congo. Parce que la France est considérée en Afrique comme étant devenue l'allié du Rwanda. Le Rwanda qui occupe le Kivu, tout ce qui se passe, la guerre du Kivu, à travers des milices qui sont les prête-noms de l'armée rwandaise, et pour les Congolais de la République démocratique du Congo, la France est derrière Kagame. Et Macron vient faire un voyage officiel à Kinshasa, et là, à Kinshasa, on lui reproche de ne pas condamner l'attaque du Congo par le Rwanda, et il leur répond en disant: vous n'êtes pas capable de défendre vos frontières. Donc, si vous voulez, c'est une maladresse politique, diplomatique qui est totale. Il est allé un peu plus loin, il expliquait qu'en réalité le Congo n'était pas un État indépendant. Oui, disons que ça a été perçu comme ça. Donc tout ceci se tient. Donc visiblement, la France aurait choisi le Rwanda contre le Congo, alors que le Rwanda, qui est un petit pays qui est devenu anglophone, alors que le Congo est le plus grand pays francophone d'Afrique. Vous voyez les contradictions totales. Moi je me demande qui conseille Macron en politique africaine. C'est à se demander si ce ne sont pas des traîtres, tout simplement. Éric Verhaerg commet cependant une erreur quand il assimile Louise Mushikiwabo à une pure anglophone. Louise Mushikiwabo parle effectivement anglais, mais aussi un français parfait, comme cela est probablement toujours le cas pour une grande partie de l'élite rwandaise. Les propos de Lugan sont cependant à méditer. Voilà pour l'actualité. Je vais maintenant faire un petit exposé sur les aspects économiques de l'inégalité linguistique. Pour cela, je vais utiliser plusieurs références. En premier, une monographie d'Aaron Lukács de l'école d'administration des affaires de Tatabánya en Hongrie et qui fut publiée en avril 2007, et le rapport de François Grain de l'Université de Genève et qui s'intitule « L'enseignement des langues étrangères comme politique publique », établi à la demande du Haut Conseil de l'évaluation de l'école française en septembre 2005. Il s'agissait donc d'une commande de l'État français adressée à François Grain, dont le champ de recherche est l'économie des langues. Ces documents sont toujours extrêmement actuels.
Les chiffres que je présente sont simplement à réajuster proportionnellement à l'inflation que nous avons subie depuis une quinzaine d'années. Aaron Lukács s'est penché sur les problèmes que posent les dispositifs d'enseignement des langues dans l'Union européenne et dont je voudrais résumer ici les principaux aspects. S'inspirant des travaux de François Grain, Lukács précise néanmoins qu'une telle étude doit être conduite à la lumière des principes fondateurs de l'Union européenne, et nul ne les résume mieux que les textes des traités, en particulier celui instituant l'Union européenne qui fut modifié par le traité d'Amsterdam et qui s'est appliqué à partir du 24 juillet 2002. L'article 4 du dit traité insiste sur le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Les textes de l'OCDE précisent les règles s'appliquant à la compétition qui en résulte et qui visent à la rendre plus équitable en interdisant plus particulièrement toute situation de monopole. D'autre part, l'article 158 du traité fondateur prévoit que la communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. C'est donc à travers la grille de lecture constituée par les principes économiques fondateurs de l'Union européenne que Lukács procède à son étude. Bien que je ne dispose pas d'études plus récentes, la démonstration sera quand même suffisamment convaincante. L'Union européenne des 25, c'est-à-dire l'Union européenne entre 2004 et 2007, Royaume-Uni compris, dépensait près de 60 milliards d'euros pour l'apprentissage des langues. À ce coût devaient cependant être ajoutés les coûts d'acquisition du matériel pédagogique ainsi que les coûts de voyage et de séjour dans les pays où les stages linguistiques étaient effectués. La langue étrangère la plus enseignée dans l'Europe continentale étant l'anglais, il est normal de se pencher un peu plus sur le cas de l'Angleterre, dont la langue est enseignée à peu près partout. D'après des chiffres publiés au Royaume-Uni, 800 millions de livres, je parle des bouquins, pas de la monnaie bien sûr, donc 800 millions de livres servant de support à des cours de langue anglaise, sortent des presses anglaises chaque année, tandis que 700 000 étudiants vont en Angleterre pour y apprendre et pratiquer l'anglais. En 2005, ces étudiants y avaient dépensé 13 milliards d'euros, tandis que François Grain évaluait à 15 milliards d'euros le revenu global que la Grande-Bretagne tirait de l'enseignement de sa langue sur le continent européen. Depuis le début des années 90, la Grande-Bretagne a également récupéré dans une large mesure l'organisation des examens qui sanctionnent un niveau particulier d'anglais, comme le First Certificate of Cambridge, par exemple, et qui sont utilisés par les écoles d'ingénieurs et autres organismes de formation technique en Europe continentale et ailleurs, tandis que les professeurs d'anglais des pays d'Europe continentale ont été décrédibilisés pour administrer aux apprenants d'anglais leurs équivalents. Curieusement, on n'a pas encore entendu ces professeurs protester et faire grève alors que leurs compétences ont été sérieusement mises en doute. L'apprentissage des langues étrangères se fait bien entendu aux dépens d'autres études et aussi aux dépens des activités de production. Elle décroît donc le rendement des économies nationales. Si l'on tient compte d'un coût horaire moyen de 21,2 € au moment où Lukács publiait sa monographie, on arrivait à une perte chiffrée à 210 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 3 fois plus que le coût de l'enseignement lui-même. Les coûts de traduction et d'interprétation sont moindres, mais non négligeables, environ 6 milliards d'euros par an. Il y aurait davantage de facteurs à prendre en compte, mais ils sont difficiles à quantifier. Ce sont par exemple les pertes d'informations dues aux problèmes linguistiques ou les difficultés rencontrées par certains acteurs dans la coopération économique internationale ou dans d'autres types de coopération. Une estimation grossière du coût de ces facteurs pour l'Union européenne donnerait un montant s'élevant
au moins à 70 milliards d'euros par an. On arrive ainsi à une facture totale d'environ 350 milliards d'euros par an, ce qui équivalait à plus de 3% du PIB de l'Union européenne au moment où Lukács publiait son rapport. Néanmoins, l'un des problèmes les plus importants n'est pas dans le montant de cette somme, mais dans sa répartition. C'est principalement la Grande-Bretagne qui récolte les bénéfices de cette situation, alors que la plupart des autres pays perdent de l'argent. Selon les estimations de cette étude, les citoyens des autres États membres de l'Union européenne payent ainsi à la Grande-Bretagne chaque année environ 900 € par personne de manière détournée. Ce processus étant déjà en place depuis de nombreuses années, la facture ne fait que s'alourdir. En imaginant qu'ils se poursuivent sur une période de 20 ans à un taux d'intérêt de 10%, le coût de celui-ci atteindrait environ 55 000 € par personne. Revenons un instant au traité instituant l'Union européenne et à son article 4. Je cite, « L'action des États membres et de la communauté comporte l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. » Le traité détaille par ailleurs quelles obligations incombent aux États membres pour permettre une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces obligations impliquent que les États membres ne peuvent intervenir pour fausser la concurrence sur les marchés ou garantir un avantage compétitif injuste à certains secteurs de l'économie, qu'il s'agisse d'entreprises ou des structures d'un État membre. À ce propos, il est pertinent de revenir sur la signification de la compétitivité des pays. Par exemple, l'OCDE définit cette notion de la manière suivante, je cite, « Le degré auquel un pays peut, en conditions de marché libre et de concurrence non faussée, produire des biens et services qui satisfont les exigences des marchés internationaux, tout en maintenant et en augmentant simultanément les revenus réels de leur population sur le long terme. » Concernant la présente étude, il est important de noter que le traité instituant l'Union européenne apporte un soin particulier à atténuer les différences de développement économique entre les États membres et entre les régions. Voyons de plus près l'article 158 précédemment cité. Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union européenne, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. D'après le passage cité ci-dessus, il est nécessaire d'examiner dans quelle mesure les difficultés de communication influencent la compétitivité de chaque État membre au sein de l'Union européenne, dans quelle mesure ces dernières faussent le marché et comment elles profitent à l'économie de certains pays et au désavantage d'autres. Dans le cas où des difficultés de communication fausseraient de manière significative la compétitivité sur le marché, des actions dans l'esprit du traité devraient alors être engagées. L'apprentissage des langues engendre de nombreux coûts que l'on peut classer en deux grands groupes. Numéro 1, les coûts directs de l'apprentissage des langues, bien entendu, et numéro 2, les coûts de renoncement, c'est-à-dire les coûts associés aux activités auxquelles on renonce pour consacrer son temps à l'apprentissage des langues. Lukács développe ensuite un cas d'école sur la situation hongroise. Différentes études prouvent qu'une personne dotée de capacités d'apprentissage situées dans la moyenne a besoin de 2000 heures de travail pour maîtriser sa première langue étrangère à un degré lui permettant de l'utiliser pour des conversations d'un niveau élevé ou pour la pratiquer à un niveau satisfaisant en milieu professionnel.
Cependant, cette connaissance de la langue n'en demeure pas moins éloignée de la maîtrise qu'aurait un natif de cette langue. Et, par conséquent, l'exercice de la langue par un non-natif est moins compétitif face à l'aisance d'un natif. Il y a donc un net désavantage pour ceux qui ne parlent pas la langue de communication spécifique comme langue maternelle. La durée de 2000 heures mentionnée ci-dessus correspond exactement à une année de travail pleine. La maîtrise d'une deuxième langue étrangère nécessite généralement 20% de temps en moins que pour l'apprentissage de la première, ce qui correspond à 1600 heures de travail approximativement. Selon une étude faite en Suisse, l'enseignement des langues étrangères représente 10% du coût total de l'enseignement. L'étude établit que cette proportion ne diffère pas de manière significative d'un pays à l'autre, et la considération du coût de diverses méthodes d'enseignement dans des écoles différentes nous donne un chiffre comparable variant entre 5 et 15%. En ce qui concerne les coûts de renoncement associés à l'apprentissage des langues, ils prennent en compte les activités ou réalisations potentielles qui pourraient être effectuées pendant le temps qu'on y consacre. Si l'on considère une année de temps travaillé, on peut dire que ceux qui ont étudié une langue étrangère commencent à travailler une année plus tard que ceux qui n'en ont pas étudié. Cela ne signifie pas seulement une perte de revenus pour eux, mais aussi une diminution de la performance de l'économie nationale, y compris pour beaucoup d'entreprises. Cela signifie également, en un an, moins de collecte d'impôts pour l'État. Ainsi, la société doit subvenir aux besoins d'une génération pendant un an supplémentaire. Si l'on prend comme base 40 ans d'activité professionnelle, on peut considérer que l'apprentissage d'une langue coûte 1/40 du salaire moyen sur cette période. On arrive ainsi au chiffre de 210 milliards d'euros qui correspond au coût de renoncement annuel engendré par l'apprentissage des langues. Cela équivaut à 3 fois le coût direct de l'apprentissage des langues. Il faut remarquer que les chiffres évoqués sont valables pour l'apprentissage d'une seule langue étrangère. Naturellement, dans le cas où plusieurs langues étrangères sont apprises, les dépenses sont bien supérieures. Il faut ajouter également que cette problématique, tout comme les coûts, concerne essentiellement les personnes qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Les locuteurs natifs de l'anglais ont donc un avantage écrasant par rapport aux autres. Il faut aussi considérer les coûts associés aux pertes d'informations dues aux difficultés de communication. La perte d'informations est l'un des problèmes les plus significatifs. Elle est observée à différentes occasions, même si on a recours à des traducteurs et interprètes professionnels, une part significative des données est perdue. Ceci est valable également quand des interprètes expérimentés et très entraînés sont employés comme au sein des institutions de l'Union européenne à Bruxelles. Nous pouvons mentionner comme exemple les réunions du Conseil européen qui sont des temps de consultation et de prise de décision des chefs d'État et de gouvernement des États membres. Pendant ces rencontres, le représentant de chaque pays parle dans sa langue maternelle. Même pendant les réunions de groupes de travail constitués d'experts, les participants parlent souvent dans leur propre langue. Dans ces situations, les locuteurs d'anglais ont un avantage énorme pour 2 raisons. D'une part, parce que dans la pratique, tous les participants comprennent l'anglais. Ils peuvent comprendre les représentants de la Grande-Bretagne sans interprétation. N'oublions pas que, quand Lukács écrit son rapport, la Grande-Bretagne fait encore partie de l'Union européenne. Je disais donc qu'ils peuvent comprendre les représentants de la Grande-Bretagne sans interprétation, alors qu'ils ne peuvent comprendre une autre personne ne parlant pas anglais que par le truchement d'un interprète. En conséquence, les Britanniques jouissaient d'un avantage exceptionnel pendant les débats et pouvaient plus facilement imposer leur point de vue.
alors que l'expérience montrait que les interventions des participants non britanniques étaient souvent incompréhensibles pour les autres. Très souvent, dans ce type de situation, les experts sont obligés de demander aux experts non anglophones de leur expliquer de quoi l'intervenant est en train de parler. Par exemple, le dirigeant d'un certain pays dont l'intervention est interprétée dans la langue des autres participants. D'autre part, un problème supplémentaire est que dans les institutions de l'Union européenne, il est impossible d'interpréter de façon directe dans toutes les langues à cause du nombre important d'idiomes. Dans le cas de 25 langues, on a 600 combinaisons différentes possibles. D'ailleurs, il existe un règlement dans les institutions de l'Union qui stipule qu'un interprète n'a le droit d'interpréter que vers sa langue maternelle. Néanmoins, il est impossible d'employer autant d'interprètes qu'il serait nécessaire pour respecter cette règle, et une interprétation de cette ampleur rendrait très difficile le recrutement de spécialistes convenant à la tâche, alors qu'à chaque réunion du Conseil, soit une rencontre des premiers ministres, des ministres des Finances, des ministres des Transports, etc., il y aurait besoin de mettre des interprètes parlant le hongrois comme langue maternelle à disposition des acteurs du débat pour, par exemple, traduire du lituanien, du letton, de l'estonien, du portugais et des autres langues de l'UE vers le hongrois. Pour éviter ce problème de taille, les interventions sont d'abord interprétées dans une langue intermédiaire, presque toujours l'anglais, puis traduite de cette langue intermédiaire vers d'autres langues. La double interprétation conduit à amplifier la perte d'informations. Il existe de nombreuses expériences pratiques prouvant que les exemples d'incidents de traduction sont quotidiens pendant les interprétations. Un célèbre écrivain et poète hongrois s'est par exemple amusé à traduire une poésie plusieurs fois du hongrois vers l'allemand et inversement. À la fin, la signification du poème dans son ensemble avait complètement changé. Dans la pratique, quand il s'agit de s'adresser aux instances de l'Union européenne, ne pas rédiger en anglais représente des coûts indirects importants pour les particuliers, les entreprises et autres institutions se tournant vers ces instances. Théoriquement, il est permis de s'adresser aux institutions de l'Union dans la langue officielle de n'importe quel État membre. En pratique, cependant, et si quelqu'un s'adresse aux institutions dans une langue autre que l'anglais, quand bien même la personne chargée du dossier réceptionne le courrier, aucune lecture n'en sera faite parce que la personne ne lit pas la langue en question. Comme la traduction officielle de ce genre de courrier prend beaucoup de temps, l'administrateur cherchera en général un collègue pour obtenir d'abord une description du contenu dans les grandes lignes ou une traduction grossière. D'un côté, cela freine tout le processus. C'est une des raisons pour laquelle les administrateurs n'apprécient guère ce genre de courrier. D'un autre côté, ces traductions éclairs engendrent à nouveau des pertes d'informations importantes. Un autre désavantage est que l'expéditeur du courrier n'en reçoit une réponse que plus tardivement. Les pertes d'informations n'ont pas uniquement lieu sur ce terrain-là. Dans les entreprises, les institutions de recherche, la communication entre particuliers, les flux d'informations sont grandement entravés à tous les niveaux dès lors que l'on recourt à des langues différentes. Voyons maintenant les coûts additionnels pour la société et l'économie. Dans la plupart des pays, les différentes organisations et entreprises déboursent des sommes d'argent significatives pour pouvoir communiquer en langues étrangères, principalement en anglais. Ils traduisent leurs publications et prospectus en anglais, s'infligeant ainsi des surplus de dépenses non négligeables. Sur Internet, l'information est également rendue disponible en langues étrangères, généralement en anglais. Parfois l'information la plus importante seulement, mais plus souvent, dans la pratique, ils doublent leur site.
Attirer et garder des négociateurs parlant plusieurs langues étrangères requiert également beaucoup de fonds. Dans le cas d'une répartition égale, chaque pays devrait partager les coûts de la communication linguistique en fonction de la proportion que représente sa population dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne des 28, le Royaume-Uni représentait 11% de la population, mais les traductions et interprétations de l'anglais ou vers l'anglais représentaient plus de 90%. En conséquence, si l'on considère la répartition de la population, la communication vers l'anglais ou depuis l'anglais aurait dû correspondre à 11% des coûts. Or, cela coûte 7 fois plus aux non-anglophones. Le monopole linguistique de la Grande-Bretagne entraîne des avantages et des privilèges dont on soupçonne difficilement l'ampleur. Il y a bien sûr les services d'enseignement, de diffusion du matériel pédagogique, d'aide à la révision ou à la publication de textes en anglais. En examinant le matériel ou les sites internes de la Grande-Bretagne, nous pouvons difficilement trouver des langues autres que l'anglais, alors qu'à l'inverse, dans d'autres pays, toute grande entreprise ou organisation a son site internet également disponible en langue anglaise. Si tout cela est bien connu, par contre, on n'imagine pas l'ampleur de la nébuleuse anglo-saxonne de jeunes qui se sont parachutés en Asie pour s'improviser professeurs d'anglais alors qu'ils n'ont aucune compétence particulière ni aucune formation d'enseignant. J'ai connu de nombreux représentants de cette faune lorsque je vivais au Japon. Je suis également bien placé pour parler de ce sujet, car lorsque je travaillais à Tsukuba, et indépendamment de mon travail à l'université, j'avais été sollicité pour donner des cours d'anglais en entreprise. En fait, il ne s'agissait nullement de cours, mais de discussions élémentaires à bâton rompu avec les membres du personnel désignés par leur direction pour assister à ces prétendus cours d'anglais, qui généralement avaient lieu en soirée. Dans la mesure où la plupart des élèves étaient adultes et mariés avec des enfants, ils auraient bien sûr préféré consacrer ce temps avec leur famille, et leur enthousiasme était loin d'être garanti. À une autre occasion, je fus sollicité par le laboratoire de recherche du ministère japonais de la construction à Tsukuba pour corriger un bulletin d'information trimestriel rédigé en anglais, mais qui demeurait strictement à usage interne. En effet, il ne fut jamais distribué à l'extérieur du Japon. Chaque trimestre, donc, je devais rencontrer les auteurs de tous les articles pour qu'ils m'expliquent le contenu de leur prose en anglais qui demeurait totalement incompréhensible après une première lecture. Tout d'abord, il me fallait donc comprendre ce qu'ils avaient voulu dire et expliquer, et ensuite le transcrire dans un anglais intelligible. Je me souviens des immenses difficultés que ces ingénieurs et ces chercheurs éprouvaient en rédigeant leurs articles alors qu'ils avaient consacré une partie non négligeable de leurs études secondaires et universitaires à étudier l'anglais. En fait, cet exercice, exigé par leur direction, n'était qu'un gaspillage de temps et d'argent pour des Japonais travaillant au Japon et qui n'avaient d'ailleurs aucune intention de partir s'installer à l'étranger. Quiconque a étudié le japonais comprend parfaitement les difficultés que les Japonais éprouvent pour maîtriser l'usage d'une langue occidentale dont la grammaire et la syntaxe sont totalement différentes de celles du japonais. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu et constaté au Japon qui a été le point d'origine de ma réflexion sur les langues et qui a abouti à la publication ultérieure de mes bouquins à ce sujet. J'aurai l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos. Nous avons donc vu que l'usage de l'anglais au niveau de la Commission européenne, comme au niveau international, ne favorise en définitive qu'un groupe ethnique, c'est-à-dire celui qui est constitué par les anglophones natifs. Cet usage souligne aussi l'utopie d'une fédération européenne que la Commission européenne essaie de mettre en place. Mais nous verrons dans la vidéo numéro 22 d'autres inconvénients peut-être plus fondamentaux encore. Toutefois, ce serait être un peu myope que de voir les choses de cette manière.
La Commission européenne n'est pas une administration déléguée par les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union, mais l'interface entre eux et l'Alliance atlantique, pilotée par Washington. Les normes européennes sont établies par les services de l'OTAN, d'abord au Luxembourg, puis en Belgique. Elles sont transmises à la Commission et aujourd'hui approuvées par le Parlement européen. Le fait que le plurilinguisme en Europe n'existe quasiment plus n'est pas étranger au fait que l'Europe est de facto une colonie états-unienne depuis la fin de l'ère gaullienne et qui s'est affirmée comme telle depuis la fin de la guerre froide. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la rediffuser et à la partager avec vous et collègues de travail. Le but de ce programme est d'aboutir à une prise de conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant 1945. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones du Nord sont sous occupation mentale et ne peuvent se dépêtrer du carcan imposé par des institutions sur lesquelles les francophones du Nord n'ont presque plus aucune influence. Avant de parler de reconquête, il nous faut comprendre ce qui se passe. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.